Pourquoi y a-t-il des moments où un évitant baisse sa garde, alors qu'il passe la majeure partie de son temps à défendre sa distance? Un évitant ne s'ouvre pas parce qu'il se sent à l'aise pour parler d'émotions. Il s'ouvre quand son système cesse de se sentir en contrôle. La garde ne tombe pas par confiance consciente, mais par des circonstances internes qui le désarment, sans qu'il ne l'ait prévu. Cela n'arrive pas quand on le pousse. Cela n'arrive pas quand on lui demande de la clarté. Cela n'arrive pas quand quelqu'un insiste. Cela arrive dans des moments très précis, des moments brefs, parfois contradictoires, des instants où sa défense se relâche juste assez pour montrer des signes qu'il cache normalement. Et si tu ne sais pas les reconnaître, ils passent inaperçus. Mais quand tu les comprends, ils cessent de ressembler à des gestes confus et commencent à révéler exactement quand un évitant est le plus vulnérable et le plus authentique. Le premier moment où la garde baisse arrive quand quelque chose d'externe le déstabilise complètement. Je ne parle pas de stress professionnel courant ou d'une mauvaise journée au bureau. Je parle de crise qui brise sa routine de contrôle. Une maladie grave, la perte de quelqu'un de proche, un changement drastique qu'il ne peut pas gérer avec sa stratégie habituelle de distance. Quand un évitant fait face à quelque chose qui dépasse sa capacité à gérer seul, son système d'autoprotection s'effondre temporairement. La crise consume toutes ses ressources internes. Il ne reste plus d'énergie pour maintenir les murs debout. Dans cet état, il cherche du soutien de manière qu'il ne montrerait jamais normalement. Il appelle sans raison apparente. Il débarque sans prévenir. Il parle plus que d'habitude. Il partage des détails sur ce qu'il vit sans que personne ne demande. Il accepte de l'aide physique, émotionnelle, pratique. Il permet à quelqu'un de le voir dans un état qu'il cache toujours. Avoir besoin de quelque chose venant d'une autre personne. Ce moment est authentique, mais aussi fragile. L'ouverture ne vient pas d'un changement interne profond. Elle vient du fait que ses défenses sont temporairement hors service. Il fonctionne en mode survie. Et dans ce mode, le cerveau humain cherche instinctivement la connexion parce que la solitude au milieu d'une crise semble insoutenable. La clé pour reconnaître ce moment réside dans l'observation du contraste. Si quelqu'un qui est normalement autosuffisant jusqu'à l'extrême commence soudainement à communiquer davantage, à partager ce qui lui arrive, à accepter qu'on l'accompagne ou qu'on l'aide, quelque chose d'important se passe intérieurement. Il ne choisit pas de s'ouvrir, il est trop submergé pour maintenir la façade. Mais voici la partie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce moment a une date d'expiration. Quand la crise diminue, quand il retrouve son équilibre, quand il se sent à nouveau en contrôle de sa vie, la garde remonte. Et elle remonte vite. Quelqu'un qui appelait tous les jours disparaît à nouveau soudainement. Quelqu'un qui partageait des détails intimes revient aux conversations superficielles. Quelqu'un qui acceptait le soutien émotionnel revient à le rejeter ou le minimiser. Ce n'est pas qu'il ait cessé d'apprécier ce qu'il a reçu. C'est que son système se sent à nouveau en sécurité en fonctionnant en mode distance. Ce qui rend ce premier moment particulièrement douloureux pour celui qui en est témoin, c'est l'attente qu'il génère. Quand tu vois quelqu'un de si fermé s'ouvrir soudainement, partager, demander de l'aide, il est naturel de supposer que quelque chose a fondamentalement changé, qu'il te fait enfin confiance, que la relation a atteint un nouveau niveau d'intimité, que les choses vont être différentes à partir de maintenant. Mais l'ouverture pendant une crise n'indique pas une confiance profonde, elle indique un besoin urgent. Et une fois que ce besoin est satisfait ou que la crise passe, l'évitant revient à fonctionner depuis son état de base, qui est l'autosuffisance protectrice. Le retour à la distance ne signifie pas qu'il a menti sur ce qu'il a ressenti pendant la crise. Cela signifie que son système n'a plus besoin du soutien externe parce qu'il a récupéré la capacité de fonctionner seul à nouveau. Alors, comment réagis-tu à ce premier moment quand tu le reconnais? La réponse n'est pas de refuser d'aider pendant la crise. La réponse est d'aider sans créer d'attente que l'ouverture temporaire va devenir permanente. Tu peux être présent pendant la difficulté sans interpréter cette présence comme un signe de transformation profonde dans la relation. Beaucoup de personnes font l'erreur d'intensifier leur investissement émotionnel pendant ce premier moment. Elles voient l'ouverture et pensent qu'elles ont enfin brisé la barrière. Elles augmentent leur engagement. Elles font des projets d'avenir basés sur cette nouvelle version plus ouverte de la personne. Et ensuite, elles se sentent dévastées quand cette version disparaît dès que la crise se résout. La manière la plus saine de naviguer ce moment est de le reconnaître pour ce qu'il est,
une fenêtre temporaire créée par des circonstances extraordinaires, pas un changement fondamental dans le schéma de la personne. Tu peux offrir du soutien sans confondre ce soutien avec la construction d'une intimité durable. Le deuxième moment où un évitant baisse sa garde arrive pendant une intimité physique intense. Et quand je dis intimité physique, je ne parle pas seulement de ce qui est sexuel, bien que cela compte aussi. Je parle de tout moment de contact corporel profond qui active des substances chimiques cérébrales qui brisent la carapace émotionnelle temporairement. Pendant le contact physique proche, le cerveau libère de l'ocytocine. Cette hormone réduit l'activité dans les zones cérébrales associées à la peur et à la méfiance. Elle augmente la sensation de sécurité. Elle baisse les défenses de manière chimique, pas émotionnelle. Un évitant peut être complètement engagé à maintenir la distance émotionnelle, mais quand le corps produit des substances chimiques qui contrecarrent cette défense, quelque chose bouge. Dans ces moments, il dit des choses qu'il ne dirait normalement pas. Il exprime des sentiments qu'il garde enfermés. Il fait des promesses qui semblent complètement hors de caractère. Il parle de l'avenir de la relation de manière qui paraissent impossible venant de quelqu'un qui évite normalement ces sujets. L'intensité du contact physique crée une fenêtre temporaire où la garde émotionnelle s'amincit. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle devient perméable. Et dans cette perméabilité, émergent des vérités que l'évitant supprime normalement avec succès. Ce qui rend ce moment particulièrement déroutant, c'est qu'il semble réel. La personne ne ment pas. Elle ne manipule pas. À cet instant, elle ressent vraiment ce qu'elle exprime. Le contact physique crée un état émotionnel authentique où la connexion semble possible, désirable, sûre. Mais tout comme le premier moment, celui-ci est aussi temporaire. Quand le contact physique se termine, quand les substances chimiques cérébrales reviennent à leurs niveaux normaux, quand le corps cesse de produire cette cascade d'ocytocine qui adoucit les défenses, l'évitant revient à son état de base. Les mots dits pendant l'intimité physique commencent à sembler trop exposés. Les promesses faites commencent à générer de l'anxiété. La vulnérabilité montrée commence à activer la honte. Et le résultat est qu'il se retire, nie ce qui a été dit, minimise ce qui a été exprimé ou agit simplement comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Reconnaître ce moment nécessite de comprendre que tu ne vois pas de la manipulation. Tu vois la réalité de comment le contact physique affecte la chimie cérébrale et altère temporairement l'état émotionnel de quelqu'un dont le schéma par défaut est la distance. Ce qu'il dit est réel dans ce moment, mais ce moment ne dure pas au-delà de la fenêtre chimique qu'il a créée. Beaucoup de personnes se sentent trahies quand un évitant recule après s'être ouvert pendant l'intimité physique. Elles sentent qu'on leur a menti, qu'on les a manipulés pour obtenir une proximité physique sans intention réelle de maintenir la proximité émotionnelle. Mais ce qui se passe vraiment est un décalage entre ce que le corps expérimente pendant le contact physique et ce que le système émotionnel peut maintenir après. Pendant le moment d'intimité, l'évitant ressent authentiquement des choses qu'il ne ressent normalement pas. L'ocytocine fait son travail chimique de créer une sensation d'attachement et de sécurité. Mais quand ces substances chimiques baissent, quand il revient à son état émotionnel habituel, ces mêmes choses qu'il a dites ou promises commencent à activer la peur qui a toujours été là, et cette peur le pousse à prendre ses distances à nouveau. Cela crée une dynamique particulièrement déroutante dans les relations avec des évitants. L'intimité physique peut être fréquente et satisfaisante, mais l'intimité émotionnelle reste inaccessible. Parce que chaque fois que le contact physique génère une ouverture émotionnelle, cette ouverture se ferme dès que le contact se termine. Et la personne qui est avec l'évitant reste piégée dans un cycle où elle voit des éclairs de connexion profonde pendant l'intimité physique, mais n'arrive jamais à ce que cette connexion se maintienne en dehors de ces moments. Le piège ici est d'utiliser l'intimité physique comme outil pour générer une ouverture émotionnelle. Certaines personnes commencent à dépendre du contact physique comme seul moyen d'accéder à la vulnérabilité de l'évitant. Mais cette stratégie ne construit pas d'intimité réelle. Elle crée seulement un schéma où l'ouverture émotionnelle est conditionnée à la présence de substances chimiques cérébrales induites par le contact physique et disparaît dès que ces substances chimiques baissent. Si tu veux une intimité émotionnelle soutenue avec un évitant, tu ne vas pas l'obtenir à travers plus d'intimité physique. Tu vas avoir besoin que l'évitant développe la capacité de tolérer la vulnérabilité émotionnelle sans avoir besoin de la béquille chimique de l'ocytocine pour la rendre supportable.
et ce développement nécessite un travail interne que l'autre personne doit choisir de faire. Le troisième moment où la garde baisse arrive quand il sent que quelqu'un s'éloigne vraiment. Pas quand quelqu'un menace de partir, pas quand quelqu'un dit qu'il n'en peut plus, pas quand quelqu'un exprime de la frustration ou de la douleur, mais quand il détecte que l'autre personne est vraiment en train de lâcher prise émotionnellement sur la relation. Les évitants ont un radar extrêmement sensible pour détecter quand quelqu'un cesse de les poursuivre. Quand l'énergie de l'autre personne change de « je veux plus de proximité avec toi » à « je n'ai plus besoin de ça », quelque chose s'active intérieurement. La dynamique qui les maintenait à l'aise, où ils contrôlèrent la distance pendant que l'autre personne cherchait la proximité, s'inverse, et cette inversion les déstabilise. À ce moment-là, ils commencent à chercher. Ils demandent ce qui s'est passé. Ils remarquent le changement de ton. Ils commentent que l'autre personne semble différente. Ils initient des conversations qu'ils évitaient avant. Ils montrent de l'intérêt pour des sujets qu'ils ignoraient avant. Ils font des projets qu'ils annulaient avant. Ils deviennent plus présents, plus attentifs, plus disponibles. Ce changement peut ressembler à l'avancée que quelqu'un attendait depuis des mois ou des années. Ils répondent enfin. Ils montrent enfin des efforts. Ils donnent enfin des signes que la relation leur importe. Mais la motivation derrière ce changement n'est pas un amour croissant. C'est la récupération du contrôle. Quand un évitant sent que quelqu'un s'éloigne vraiment, son système interprète cela comme une perte de contrôle sur la dynamique relationnelle. Il est habitué à être celui qui régule la distance. Il est habitué à avoir quelqu'un d'émotionnellement disponible pendant qu'il décide de la proximité qu'il permet. Quand cette équation change, quand l'autre personne cesse d'être émotionnellement disponible, l'évitant sent qu'il perd quelque chose qu'il tenait pour acquis. La garde ne baisse pas parce qu'il est prêt à changer le schéma. Elle baisse parce qu'il a besoin de restaurer l'équilibre, où il contrôle la distance qui existe. Il cherche à se reconnecter suffisamment pour que l'autre personne redevienne émotionnellement disponible, pour qu'elle reprenne le rôle de celle qui poursuit pendant qu'il maintient la distance confortable. Reconnaître ce moment nécessite d'observer ce qui a provoqué le changement. Si l'ouverture apparaît juste après que tu as cessé de chercher la proximité, juste après que tu as commencé à te concentrer sur d'autres choses, juste après que ton énergie émotionnelle a cessé d'être dirigée vers la relation, alors tu vois une réponse à la perte de contrôle, pas un changement authentique dans sa disposition à l'intimité. Et tout comme les moments précédents, celui-ci a aussi une limite. Une fois qu'il sent qu'il a récupéré ton attention, que tu es redevenu émotionnellement disponible, que la dynamique est revenue à l'équilibre familier où il régule la distance, la garde remonte à nouveau. Le comportement qu'il a montré pendant le rapprochement disparaît. Il revient au schéma de distance qu'il a toujours maintenu. Ce qui est frustrant avec ce troisième moment, c'est qu'il peut créer un cycle qui se répète indéfiniment. La personne qui poursuivait la proximité se fatigue et s'éloigne. L'évitant sent la perte de contrôle et se rapproche. L'autre personne interprète le rapprochement comme un changement réel et se réinvestit émotionnellement. L'évitant sent qu'il a récupéré le contrôle et reprend ses distances. L'autre personne se frustre à nouveau et s'éloigne. Et le cycle recommence. Ce schéma peut durer des années, des décennies même, parce que chaque fois que l'évitant se rapproche pendant ce troisième moment, il génère un espoir renouvelé qu'ils vont vraiment changer cette fois, qu'ils se sont enfin rendus compte de ce qu'ils ont, qu'ils valorisent maintenant suffisamment la relation pour maintenir la proximité. Mais sans travail interne profond de l'évitant, le schéma se répète simplement avec les mêmes dynamiques déguisées en circonstances différentes. La question que beaucoup de personnes se posent quand elles reconnaissent ce troisième moment est « devrais-je m'éloigner stratégiquement pour que l'évitant se rapproche ?» Et la réponse est non. Premièrement, parce qu'utiliser des stratégies de distanciation pour manipuler le comportement est exactement le type de dynamique malsaine qui maintient le schéma en fonctionnement. Deuxièmement, parce que même si ça fonctionne et que l'évitant se rapproche, ce rapprochement n'indique pas un changement réel, seulement une récupération du contrôle. Si tu t'éloignes authentiquement parce que tu as besoin de protéger ton bien-être émotionnel, parce que la relation ne fonctionne pas pour toi, parce que tu as besoin d'espace pour guérir ou reconsidérer, c'est complètement valide. Mais t'éloigner comme tactique pour provoquer le rapprochement de l'évitant ne fait que perpétuer le jeu de contrôle qui caractérise ces dynamiques dysfonctionnelles. Ce que tu as vraiment besoin de te demander pendant ce troisième moment est « Est-ce que je veux une relation où la personne ne se rapproche que quand elle sent qu'elle me perd ?»
Est-ce que je veux construire une intimité basée sur la peur de la perte au lieu du désir authentique de connexion? Suis-je prêt à vivre dans un cycle où mon éloignement émotionnel est la seule chose qui génère le rapprochement de l'autre personne? Parce que c'est le schéma qui s'établit quand le troisième moment devient la principale façon d'obtenir l'attention ou la proximité de l'évitant. Et ce schéma ne construit pas de relations saines. Il construit des dynamiques de poursuite et de distance où personne ne gagne vraiment. Le quatrième moment où un évitant baisse sa garde est le moins courant, mais le plus significatif. Il arrive quand quelque chose en lui se brise. Je ne parle pas d'une crise externe comme dans le premier moment. Je parle d'un effondrement interne où son propre schéma lui devient insoutenable. Ce moment n'arrive pas parce que quelqu'un le pousse. Il n'arrive pas parce que quelqu'un lui donne un ultimatum. Il n'arrive pas parce qu'il lit un article ou regarde une vidéo sur l'attachement évitant. Il arrive quand la solitude accumulée d'années à vivre derrière des murailles émotionnelles devient plus douloureuse que la peur de la vulnérabilité. Il y a des évitants qui passent toute leur vie sans arriver à ce point. Ils fonctionnent parfaitement bien en maintenant la distance, en changeant de relation quand quelqu'un se rapproche trop, en priorisant l'autonomie sur la connexion. Mais d'autres arrivent à un moment où quelque chose d'interne s'épuise, où la stratégie qui a toujours fonctionné cesse de fonctionner, où la distance qui les a toujours protégés commence à ressembler à une prison. Quand cela arrive, l'ouverture est différente de tous les moments précédents. Ce n'est pas une réaction à des circonstances externes, ce n'est pas un effet temporaire de substances chimiques cérébrales, ce n'est pas une réponse au fait de se sentir poursuivi ou abandonné. C'est une reddition interne où il reconnaît qu'il a besoin de quelque chose de différent. Dans ce moment, un évitant peut chercher de l'aide professionnelle. Il peut initier des conversations sur ses schémas sans que personne ne le pousse. Il peut exprimer qu'il veut changer sans être au milieu d'une crise. Il peut admettre que la façon dont il a vécu les relations ne fonctionne pas. Il peut montrer une disposition réelle à affronter la peur de l'intimité au lieu de simplement la gérer avec la distance. Ce moment est rare parce qu'il nécessite un niveau d'inconfort interne si élevé qu'il dépasse la peur profonde qui soutient tout le schéma évitant. Il nécessite que la solitude fasse plus mal que la vulnérabilité. Il nécessite que rester fermé semble plus dangereux que s'ouvrir. Et pour beaucoup d'évitants, ce seuil n'est jamais franchi. Reconnaître ce moment nécessite d'observer si l'ouverture est accompagnée d'actions soutenues. Pas de promesses. Pas de belles paroles pendant l'intimité physique. Pas de rapprochement réactif quand ils sentent que quelqu'un s'éloigne, mais un effort cohérent pour affronter le schéma. Une thérapie qui continue même quand c'est inconfortable. Des conversations difficiles qu'ils initient, pas qu'ils acceptent sous pression. Une disposition à rester présent quand tout leur système leur crie de fuir. La différence entre ce moment et les trois autres est la durabilité. Les trois premiers moments sont des fenêtres temporaires qui se ferment dès que les conditions qui les ont ouvertes disparaissent. Ce quatrième moment peut être le début d'un changement réel si l'évitant décide de soutenir le travail interne nécessaire pour transformer le schéma. Mais même dans ce quatrième moment, il n'y a pas de garantie. Beaucoup d'évitants arrivent à reconnaître leur schéma, initiant le processus de changement, puis reculent quand la peur devient trop intense. Le changement profond dans les schémas d'attachement n'est pas linéaire. C'est un processus qui avance et recule, qui a des moments d'ouverture authentique suivis de fermeture protectrice, qui nécessite des années de travail soutenu pour vraiment transformer comment quelqu'un fonctionne dans les relations. La transformation réelle d'un schéma évitant implique d'affronter des peurs qui opèrent depuis des décennies. Elle implique d'apprendre à tolérer l'inconfort de la vulnérabilité sans fuir automatiquement. Elle implique de développer de nouvelles façons de réguler les émotions qui ne dépendent pas de la distance comme stratégie principale. Et ce processus est difficile, long et nécessite un engagement soutenu, même quand chaque fibre de l'être évitant veut revenir au familier. Pour que ce quatrième moment devienne un changement réel, l'évitant a besoin de plus que de bonnes intentions. Il a besoin de structure, il a besoin d'un soutien professionnel qui comprend les schémas d'attachement. Il a besoin d'outils spécifiques pour gérer l'anxiété qui surgit quand il reste présent au lieu de prendre ses distances. Il a besoin de pratiques répétées de nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent moins effrayants que les anciens comportements. Et la personne qui est en relation avec un évitant pendant ce quatrième moment a besoin de comprendre que son rôle n'est pas d'être le thérapeute. Ce n'est pas de réparer le schéma. Ce n'est pas de compenser la peur de l'évitant avec une patience infinie.
Le rôle est de décider si elle veut accompagner le processus en sachant que cela peut prendre des années, en sachant qu'il y aura des reculs, en sachant que même avec le meilleur effort de l'évitant, le changement n'est pas garanti. Beaucoup de personnes restent dans des relations avec des évitants en attendant que ce quatrième moment arrive, en attendant que la solitude finisse par faire suffisamment mal, en attendant que le schéma devienne enfin insoutenable, en attendant que l'évitant se réveille enfin et décide de changer. Et pendant qu'elles attendent, elles sacrifient des années de leur propre vie émotionnelle dans un pari que ce moment va arriver. Mais la vérité inconfortable est que pour beaucoup d'évitants, ce moment n'arrive jamais. Leur schéma ne leur fait pas suffisamment mal pour motiver un changement. Leur solitude ne dépasse pas leur peur de la vulnérabilité. Leur façon de vivre les relations, bien que limitée, leur fonctionne suffisamment bien pour ne pas ressentir l'urgence de la transformer. Maintenant, comprendre ces 4 moments ne signifie pas que tu doives rester à attendre qu'ils arrivent. Cela ne signifie pas que tu doives supporter des années de distance en espérant qu'un de ces moments provoque un changement permanent. Cela ne signifie pas que tu es responsable d'aider un évitant à changer son schéma. Ce que cela signifie, c'est que tu peux cesser d'interpréter le comportement contradictoire comme une confusion personnelle. Tu peux cesser de penser que tu as fait quelque chose de mal quand quelqu'un qui s'est ouvert à toi se referme soudainement. Tu peux cesser de croire que les mots dits pendant les moments de vulnérabilité sont des promesses que la personne va vraiment tenir une fois que son système revient à l'état de base. Les moments où un évitant baisse sa garde révèlent qu'il y a quelque chose au-delà de la distance. Ils révèlent que la capacité de connexion existe, bien qu'elle soit bloquée par un schéma de protection très enraciné. Mais ces moments ne sont pas le schéma, ce sont des exceptions temporaires au schéma. Et confondre l'exception avec la norme est ce qui maintient beaucoup de personnes piégées dans des relations où elles attendent un changement qui n'arrivera probablement pas sans travail interne profond de l'autre personne. Si tu es avec quelqu'un d'évitant, ces moments vont continuer à apparaître. Ils vont continuer à créer des fenêtres où tu vois la personne au-delà des défenses. Ils vont continuer à générer l'espoir que cette fois c'est différent, qu'ils vont maintenant rester ouverts, qu'ils ont enfin changé. Mais à moins que tu ne vois le 4e moment accompagné d'actions soutenues, ce que tu vois sont des ouvertures temporaires qui vont se fermer dès que les conditions qui les ont provoquées disparaissent. Et plus vite tu comprends cela, plus vite tu pourras prendre des décisions sur la relation basée sur la réalité du schéma, pas sur l'espoir que génèrent les moments exceptionnels. Reconnaître ces moments ne te donne pas le pouvoir de changer l'autre personne. Cela te donne de l'information pour cesser de te tenir responsable de la fermeture qui vient après chaque ouverture. Cela te permet de voir que le schéma n'est pas personnel. Ce n'est pas que tu n'es pas suffisant. Ce n'est pas que tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est que l'évitant fonctionne depuis un système qui se ferme automatiquement quand les conditions spécifiques qui ont baissé la garde disparaissent. Et avec cette information, tu peux décider si tu veux rester dans une relation où l'ouverture arrive seulement sous des conditions très spécifiques et temporaires, ou si tu as besoin de quelque chose de différent. Il n'y a pas de bonne réponse, mais au moins c'est une décision informée, pas une basée sur l'espoir que les moments de vulnérabilité vont devenir le nouvel état permanent. La clarté sur ces 4 moments te protège aussi de tomber dans le piège de penser que si tu fais seulement les choses parfaitement, si tu donnes seulement assez d'espace, si tu es seulement suffisamment patient, l'évitant va enfin changer. La vérité est qu'aucune quantité de perfection de ta part ne va transformer un schéma qui ne peut changer que de l'intérieur de l'autre personne. Tu peux être le partenaire le plus compréhensif du monde. Tu peux donner tout l'espace dont il a besoin. Tu peux ne jamais faire pression. Tu peux être émotionnellement stable. Et pourtant, si l'évitant ne fait pas le travail interne d'affronter ses peurs profondes sur l'intimité, le schéma va continuer. Parce que le schéma ne se maintient pas par ce que tu fais ou ne fais pas. Il se maintient par ce qui se passe intérieurement dans le système émotionnel de l'évitant. Ce n'est pas une excuse pour qu'un évitant ne change pas. C'est simplement la réalité de comment fonctionnent les schémas d'attachement. Ils se forment en réponse à des expériences précoces, se renforcent pendant des années de comportements répétés et s'enracinent si profondément que les changer nécessitent un effort conscient, soutenu et souvent guidé professionnellement. Ils ne changent pas parce que quelqu'un d'autre est patient ou compréhensif. Ils changent
quand la personne qui les a décide que le coût de les maintenir est plus grand que le coût de les transformer. Alors, que fais-tu avec cette information? Premièrement, utilise-la pour évaluer honnêtement où tu en es. Vois-tu un de ces 4 moments? Lequel? Qu'est-ce qui a provoqué l'ouverture? Y a-t-il des preuves de travail interne soutenues ou seulement une fenêtre temporaire créée par des circonstances spécifiques? Deuxièmement, utilise-la pour te protéger émotionnellement. Quand tu reconnais que tu es dans un des 3 premiers moments, tu peux profiter de la connexion sans construire d'attentes disproportionnées sur ce que cela signifie. Tu peux apprécier la vulnérabilité temporaire sans la confondre avec une transformation permanente. Tu peux être présent sans investir ton avenir émotionnel dans la croyance que cette ouverture va durer. Troisièmement, utilise-la pour prendre des décisions informées sur la relation. Si tu vois répétitivement les 3 premiers moments sans jamais arriver au 4e, tu as une information précieuse sur le schéma. Si tu vois le 4e moment avec action soutenue, tu as aussi une information précieuse. Et avec cette information, tu peux décider quel type de relation tu veux, et si cette relation peut te donner ça. La réalité est qu'être dans une relation avec quelqu'un d'évitant nécessite des décisions constantes sur combien tu es prêt à accepter, combien de temps tu es prêt à attendre, quel type d'intimité est suffisant pour toi, et ce que tu sacrifies pendant que tu restes dans une dynamique qui peut ne jamais changer. Il n'y a pas de réponse universelle à ces questions, seulement des réponses personnelles que chaque personne doit découvrir pour elle-même. Mais ce que je peux te dire, c'est que reconnaître ces 4 moments te donne le pouvoir de cesser de vivre dans une confusion constante. Cela te donne une carte pour comprendre des comportements qui semblaient auparavant contradictoires ou incompréhensibles. Cela te donne un langage pour nommer ce que tu vis, et cela te donne la clarté pour prendre des décisions sur ta vie basées sur des schémas réels, pas sur des espoirs de changement qui peuvent ne jamais se matérialiser. Si tu as vécu ces moments avec quelqu'un d'évitant, laisse-moi ton expérience dans les commentaires. Raconte-moi lequel de ces 4 tu reconnais, comment tu as réagi et ce qui s'est passé après. Lire les expériences d'autres personnes peut te donner une perspective sur ta propre situation. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose qui te confondait avant, mets un like pour qu'elle atteigne plus de personnes qui naviguent des relations avec des évitants. Et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu sur les schémas d'attachement et les relations. Merci d'avoir regardé.